Guinée, Mali, Burkina Faso, jusqu'où peuvent aller les militaires? La démocratie est-elle menacée dans ces pays? Comment en est-on arrivé là? Et quelles sont les issues, les possibles schémas de sortie de crise? Autant de questions que j'ai le plaisir d'évoquer avec mon invité. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Régis Onkwe, bonsoir. Bonsoir, Prince Pafolo. Vous êtes enseignant, géopolitologue, directeur exécutif du cabinet Interglobe Conseil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors un mot de l'actualité brûlante pour commencer. La Guinée-Bissau, que vous inspire la tentative de coup d'État du 1er février dernier? Cette tentative, en fait, elle vient, si vous voulez, amortir tous les propos, toutes les comparaisons qui donnaient à croire effectivement qu'on était dans un mouvement qui était un mouvement continu et qui permettrait justement à des pouvoirs militaires donc de remplacer des pouvoirs civils pour des raisons de mauvaise gouvernance. Et là, on se rend compte que le président Embalo, qui a été investi en février 2020, qui est donc, je dirais, à son tout début donc, de mandature, se retrouve effectivement avec une fronde, mais au départ c'était une fronde politique. Et hier, ce qui s'est passé quand même dénote quand même d'une espèce de, je dirais, moi, pour moi, c'est un vrai sujet de réflexion. La Guinée-Bissau, effectivement, pendant longtemps, et d'ailleurs avec le président Embalo, qui a démontré par rapport au troisième mandat qu'il était contre. Je ne sais pas si vous avez suivi, à un sommet de la CEDEAO, il a eu quand même, entre guillemets, le culot de dire au président Ouattara et au président Alpha Condé que les troisièmes mandats constitutionnels étaient des coups d'État constitutionnels. Et donc, quelque part, je me disais que cette personnalité, ce profil de président que nous avions, en plus les jeunes 49 ans, était quand même le fer de lance de nouvelle démocratie. Et hier, malheureusement, on s'est rendu compte que qu'on soit un président plutôt dans la ligne ou qu'on ne soit pas dans la ligne, on peut être à tout moment touché par ces coups d'État. Et ce coup de force, bien heureusement, qui a échoué, quand même, doit nous aider à réfléchir l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique dans sa globalité. C'est une tentative de coup d'État qui vous surprend. Je rappelle quand même que la Guinée-Bissau, depuis les indépendances, en 1974, c'est 17 tentatives de coup d'État manquées et 4 coups d'État. Effectivement, si les coups d'État, c'est quand même je pense que la Guinée-Bissau fait partie des enfants malades de la politique sur le continent africain. Et on a toujours espoir qu'en fait, qu'après une alternance politique avec un pouvoir civil, que les choses s'arrangeront. Non, pas du tout. Effectivement, non. On n'est jamais surpris d'un coup d'État, surtout, et vous l'avez bien rappelé, l'historique des coups d'État dans ce pays, quand même, il est extrêmement important. Et malheureusement, on est confronté quand même à cet inconnu. À un moment ou un autre, des militaires peuvent prendre le pouvoir pour des raisons X ou Y qui ne sont pas forcément légitimes, qui ne sont pas forcément compréhensibles du plus grand nombre. Et la Guinée-Bissau, effectivement, je répète bien heureusement, parce que si on avait eu la Guinée-Bissau dans cette nouvelle cartographie qui se dessine des coups d'État sur le continent africain et dans la partie ouest africaine, on en viendra à se demander vraiment la légitimité de ces coups d'État et bien sûr la légitimité des pouvoirs civils que nous élisons. Alors, Régis Onkwe, 3 pays d'Afrique de l'Ouest sont aujourd'hui dirigés par des militaires qui ont chassé du pouvoir des présidents démocratiquement élus. Qu'est-ce qui se passe dans cette région? Comment en est-on arrivé là? Les coups d'État se passent, mais ne se ressemblent pas, que ce soit la Guinée, le Burkina Faso, le Mali. Dirions-nous, le Mali a ouvert le bal. Aujourd'hui, ce qui se passe, je pense qu'il y a un contexte quand même de sécurité, un contexte sécuritaire quand nous prenons le Mali. Bien sûr, le Mali était quand même cisaillé en des crises sécuritaires. On savait que le djihadisme avait cours dans ce pays. Donc, les colonels qui ont pris le pouvoir au Mali nous disent, nous renseignent sur le fait que le président Ibeka, précédent, qui est décédé, effectivement, n'arrivait pas à tenir le pouvoir. Donc, c'était au nom de la crise sécuritaire, au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la malgouvernance, parce que il faut le dire, le pouvoir Ibeka était un pouvoir qui était corrompu, un pouvoir faible, un pouvoir qui avait totalement failli, donc un pouvoir où les administrations n'étaient pas, si vous voulez, ordonnées et structurées. La Guinée, tout pareil. La Guinée, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce n'est que la suite, si vous voulez, la conséquence de la cause qui est le coup d'État constitutionnel donc d'Alpha Condé. Et le Burkina Faso, là, on est dans un schéma qui est différent. Bien sûr, c'est davantage plutôt lié à la gestion politique, à la gestion militaire donc des crises. Donc, évidemment, le président Kaboré, qui il y a encore quelques jours, était en pleine médiation pour la Guinée et le Mali aussi, a subi, si vous voulez, les foudres de ces colonels. Non, je pense en réalité, ce qui se passe, cette contagion de coups d'État, elle nous renseigne sur le fait que et les militaires et les pouvoirs civils aujourd'hui, au lieu d'être un duo, sont devenus un duel. Donc, et ce duel, pour moi, il est
implacable pour la cohésion sociale, pour la cohésion de ces pays. Et effectivement, vous avez raison, ça interroge les modèles démocratiques qui sont à l'œuvre sur le continent africain. Alors justement, les militaires au Burkina Faso justifient la prise du pouvoir par l'incapacité du président, de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré à lutter contre le terrorisme. C'est un argument que vous entendez? C'est un argument qui peut être compris s'il y avait eu des propositions qui avaient été faites, qui avaient été comprises, qui avaient été assimilées. Mais je ne suis pas certain que les militaires, bien sûr, les militaires, on a souvent tendance à dire que les militaires ne doivent rester que dans les casernes, bien sûr, mais l'encasernement ne veut pas dire négation de la parole. Et le fait que des militaires, à un moment ou à un autre, prennent la parole, mais à bout de canon, ça dit quand même quelque chose. Ça veut dire que les militaires eux-mêmes n'ont pas trouvé d'argument, parce que s'il y a une crise sécuritaire, allez, parlons du Burkina Faso, c'est aussi du fait des militaires. C'est parce qu'on a une hiérarchie militaire qui n'a pas su jouer son rôle. Tout n'est pas du fait des pouvoirs civils. Effectivement, les militaires aujourd'hui veulent restituer, si vous voulez, l'intégrité territoriale de ce pays, veulent remettre le Burkina Faso sur les rails. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire un coup d'État militaire et de balayer un pouvoir qui, il faut le rappeler, élu démocratiquement, régulièrement élu démocratiquement. Ça menace la démocratie? Oui, ça les menace démocraties oui, sur le continent? Ça la menace. Et puis en même temps, moi je mets un bémol. Je ne suis pas certain que sur le continent africain, surtout dans la partie ouest africaine, que nous soyons vraiment en démocratie. C'était plutôt des processus de démocratisation. Ils étaient encore en cours. Et la maturité de 90 à nos jours, elle est encore très très faible. Quand on voit les grandes démocraties comme les États-Unis, comme la France, on se rend compte très bien de la faiblesse même du modèle démocratique. Non, je pense que sur le continent africain, le modèle démocratique est menacé. Le modèle démocratique, ce n'est pas que des élections. On a souvent tendance à penser que parce que nous avons organisé des élections présidentielles, parce qu'il y a une alternance qui se joue, que la démocratie viendra spontanément. Non, aujourd'hui, on se rend compte que même les élections qui devraient être un moment démocratique, un moment de vitalité démocratique aujourd'hui sont mal comprises parce que très généralement, à l'issue de ces élections, il y a des violences préélectorales, des violences électorales avec des centaines de morts. Mais jusqu'où peuvent aller les militaires? Est-ce que ça pourrait changer quelque chose, la prise de pouvoir par les armes? Est-ce que ça changerait quelque chose? On en a connu dans les années 70. On en a connu, puis on a pensé effectivement qu'avec les militaires au pouvoir, les choses changeraient parce que ça serait la main forte avec un pouvoir martial. Moi, j'ai plutôt tendance... Alors ça a par exemple été le cas au Ghana, hein, ça, oui. mais global. L'exception ghanéenne, en fait, elle reste justement exceptionnelle. Elle ne permet pas, si vous voulez, de globaliser l'ensemble des militaires qui aujourd'hui sont à l'œuvre sur le continent africain. Les militaires qui viennent aujourd'hui au pouvoir viennent effectivement avec l'idée, si vous voulez, de renverser la table, de se substituer au pouvoir civil. Généralement, les constitutions sont balayées, tous les ministres sont démis de leurs fonctions. Mais globalement, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui que les militaires aient la capacité, toute la latitude pour gérer un pays. Gérer un pays, faire un coup d'État, je pense que c'est assez facile. Mais gérer un pays, c'est autre chose. C'est gérer des relations diplomatiques, c'est gérer des relations sociales, des relations internes. C'est avoir en main la destinée de plusieurs millions de personnes. Non, je ne suis pas certain aujourd'hui. Les militaires qui viennent, effectivement, il y a un discours qui peut être très séduisant sur le nationalisme, sur le souverainisme, et qui peut exciter favorablement, si vous voulez, des sociétés civiles, des jeunesses qui sont en mal de repère. Mais ça ne définit pas tout. Et donc pour moi, je pense que, moi je regarde avec circonspection. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes militaires qui sont au pouvoir, c'est un fait existant. Il faut rester ferme justement sur le fait que le pouvoir ne peut pas être substitué justement aux militaires, mais dès qu'elles sont là, ces jeunes militaires, effectivement, je pense qu'il y a un moment où il y a un principe de réalité, il faut travailler, il faut voir de quelle façon rebasculer vers un ordre constitutionnel, mais un véritable ordre constitutionnel. Alors vous parlez de séduction tout à l'heure, justement oui. Les populations, on a l'impression qu'elles sont séduites au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, oui. Elles ont soutenu, une partie de la population en tout cas, soutiennent les jeunes. Comment expliquer ce soutien? Est-ce qu'il y a une crise de confiance entre les populations? Je pense qu'il y a les politiques notamment. Bien sûr, il y a une crise de légitimité, une crise de crédibilité donc des appareils politiques, de la classe politique. Donc le fait que des militaires, à un moment ou à un autre, viennent, entre guillemets, renverser la table, ça permet, si vous voulez, de refaire le ménage. Donc les populations, je ne suis pas convaincu que les populations, tous les 4 matins, rêvent que les militaires prennent le pouvoir. Mais si, effectivement, si ces militaires, si ces jeunes militaires peuvent permettre donc de balayer un pouvoir civil qui est corrompu, qui est mal gouvernant, ça peut être un intérêt. Donc les jeunes militaires ne sont que l'instrument. Après, effectivement, vous l'avez bien dit, c'est des soutiens qui sont partiels, parfois qui ne sont pas si spontanés que ça. Et ça permet quand même de dire la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, les populations, de quoi elles ont-elles besoin? Elles ont besoin d'avoir un dirigeant, des leaders, des gouvernants
qui font ce qu'ils disent et qui disent qu'ils font, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient civils, mais très généralement parce que nous avons opté sur le continent africain, c'est dans cette partie du continent, pour des régimes civils, pour des transitions civiles, pour des transitions politiques. Effectivement, on est totalement en porte-à-faux avec même l'idée même de la démocratie. Au Burkina Faso, justement, la constitution a été en partie rétablie, des discussions sont en cours. On est en attente d'un schéma, d'une proposition d'organisation justement de la transition politique. Quel peut être le schéma acceptable? Le schéma acceptable, en fait, très généralement, on bute beaucoup sur les délais, ce qu'on appelle les délais raisonnables. Est-ce que la transition dite, moi je parlerais davantage plutôt d'intérim. Est-ce que l'intérim militaire durera 1 an, 1 an et demi, le temps de remettre à plat mais plusieurs échanges? Est-ce qu'effectivement la société civile, la classe politique et même le pouvoir qui était en place, est-ce qu'ils viendront autour donc, de l'arbre à palabre discuter, échanger? Donc je pense qu'on a besoin d'1 an à 1 an et demi. Je ne suis pas certain qu'il faille précipiter et très rapidement autour de 3 à 6 mois des élections présidentielles. Non, je pense que puisque le projet était de renverser la table, redressons la table bien comme il faut, dans tous les angles. Donc effectivement, non, je pense qu'effectivement, le délai peut être de 1 an à 1 an et demi, mais cette fois-ci, il faut qu'il soit respecté de toutes les parties. Il faut effectivement que les militaires fassent la promesse républicaine qu'effectivement, leur place, c'est plutôt pour la sécurité des frontières, pour la sécurité civile, et justement, et que la classe politique aussi fasse à amende honorable Moi, je pense que la question de la responsabilité et de l'engagement doivent être très importante et doivent être soulignées, qu'on soit au Burkina, au Mali ou en Guinée. Généralement, on a eu des leaders qui étaient beaucoup des professeurs de foi, mais qui n'étaient pas des applicateurs. Alors en Guinée, justement, la junte est au pouvoir depuis 5 mois. Pas de proposition de sortie d'issue, notamment du dialogue. On a du mal à comprendre, à savoir quelles sont les intentions de la junte. Est-ce que la junte n'a pas pris goût au pouvoir? Le pouvoir est séducteur. Le pouvoir est séducteur. Je pense que la junte, au-delà du fait que le pouvoir lui replaît davantage, je pense qu'elle regarde aussi l'exemple malien, en fait. Et les conséquences, si vous voulez, des délais, des bisbilles diplomatiques entre la CEDEAO sur est-ce qu'on ferait 5 ans, est-ce qu'on ferait 2 ans, quelque part. 5 ans justement, oui, c'est énorme. 5 ans, c'est un mandat. 5 ans, c'est un mandat en bonne et due forme. Non, je pense que la junte guinéenne aujourd'hui apprécie ce qui se passe à ses côtés et je pense que peut-être qu'elle travaille à un chronogramme respectable, un chronogramme raisonnable. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas encore de ligne directrice. On ne sait pas où elle va, on ne sait pas. Toujours est-il, aujourd'hui, elle gère les affaires du quotidien. Mais être au pouvoir, ce n'est pas que gérer le quotidien, c'est aussi avoir une vision, c'est aussi être dans le futur. Aujourd'hui, les jeunes qui sont au pouvoir ne sont pas dans le futur, elles sont dans le quotidien, dans le jour d'après. Le jour d'après ne suffit pas à diriger, à gouverner un pays. Alors, vous parlez beaucoup de souveraineté, on entend parler de souveraineté au Mali, notamment avec l'expulsion de l'ambassadeur de France. C'est quoi être souverain, finalement, lorsque on se détache d'une tutelle et qu'on ouvre les bras à une autre puissance, par exemple? Est-ce que c'est ça la souveraineté? Non, absolument pas. Je pense qu'effectivement, il y a une déviation sémantique qui aujourd'hui nous fait croire que, parce qu'on professe être nationaliste, parce qu'on professe un souverainisme du jour au lendemain, et généralement c'est un souverainisme qui est adressé contre l'ancienne puissance coloniale, contre la France, et bon, je dirais même à raison, parce que si ces pays font le bilan, si vous voulez, de leur compagnonnage avec la France, à tout point de vue, il est extrêmement négatif. Mais ce n'est pas une raison pour retomber dans d'autres tutelles. Et clairement, c'est ni la tutelle russe, ni la tutelle chinoise qui viendront à la place des Africains, des Guinéens, des Burkinabés, des Maliens, faire le destin, faire le bonheur de ces pays. Non. Donc en réalité, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache effectivement sous quel chapiteau devons-nous nous dresser. Le meilleur chapiteau pour les Burkinabés, c'est le Burkina Faso. C'est les fils et les filles du Burkina Faso. Moi j'ai l'impression que ce qui marche aujourd'hui, c'est de dire non à la France, oui à la Russie. Non, je pense qu'il faut d'abord dire oui au Burkina, oui au Mali et oui aux Guinéens, parce que quoi qu'on veuille, les Russes sont en Afrique pour les intérêts russes. Ça, il faut le rappeler. Les Français étaient pour les intérêts français. Il n'y a pas de philanthropie en diplomatie, il n'y a pas de philanthropie en géopolitique. Et ça, il faut le retenir. Régis Sompé, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous d'avoir suivi l'entretien du jour qui se referme. Très belle soirée à vous. À très bientôt sur Télé Sud.